Chers tous et toutes, merci de nous suivre continuellement sur Simo Contemporary Art. Dans le but de vous apporter un contenu de qualité, nous avons lancé tout récemment un programme consacré à l'art contemporain. Ainsi, nous recevons un invité surprise qui nous entretiendra sur le marché de l'art contemporain au Cameroun. Restez connectés, n'oubliez pas de liker, partager, suivez les notifications et de contribuer, soutenir la chaîne. Merci. Bonsoir et merci de l'invitation. Moi, c'est Yves-Xavier Ndundandongo. Je suis commissaire d'exposition et il m'arrive de temps en temps de poser des réflexions sur l'art en réalité. C'est comme ça que je me vois et que je me définis. Le premier commissariat où j'étais vraiment commissaire d'exposition, c'était en 2017 avec l'exposition de Charles Ngolo au Spirit Art. C'était la première fois où j'étais totalement libre d'appliquer ma pensée, mon approche artistique pour un projet d'exposition d'un artiste. Le commissariat, c'est une activité qui consiste à présenter un artiste dans le cadre d'une exposition au public. Mais c'est parfois avoir une thématique, c'est avoir une ligne éditoriale, une ligne artistique autour des problématiques que l'artiste aborde dans son travail. Ça peut être une problématique purement esthétique, ça peut être une problématique purement philosophique, mais c'est de documenter ça par des textes, des visuels et le montrer au cours d'une exposition. Mais aussi, le commissariat d'exposition, c'est aussi suivre d'une certaine manière le travail d'un artiste, le documenter au cours d'un projet temporaire. Ça peut être un processus qui dure pendant des années, travailler de manière régulière avec un artiste ou avec un groupe d'artistes. Ça peut être un projet temporaire ou bien ça peut être un projet qui dure sur le temps. Et quand ça dure sur le temps, les gens parlent souvent on est curateur, c'est-à-dire qu'on suit un artiste à travers sa carrière, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont les évolutions, d'où est-ce qu'il est parti, d'où est-ce qu'il vient et comment ça évolue. Mais de manière ponctuelle, c'est souvent le commissariat d'exposition. C'est pour ça qu'on met même exposition, parce que c'est un projet d'exposition qu'on envisage de faire et qu'on montre au public. Je sais même pas ce que ça veut dire le contexte de l'art contemporain. Est-ce que c'est l'art qui se pratique aujourd'hui? Est-ce que c'est l'art qui est représentativement le plus visible? Je n'en sais rien. Les universitaires nous diront. Mais je pense que dans le contexte camerounais, comme dans bien des contextes, il y a les artistes, il y a les institutions, ça peut être des musées, des fondations, des associations, il y a des critiques d'art, il y a des commissaires d'exposition, il y a des anthropologues de l'art, des historiens de l'art, il y a ce qu'on peut appeler les acheteurs. Les acheteurs, il peut y avoir des collectionneurs à l'intérieur, des personnes qui achètent comme ça. C'est tout un univers. Le public même fait partie aussi du monde de l'art. C'est tout un écosystème d'individus et d'institutions qui se montent. Donc, il n'y a pas que des artistes, c'est beaucoup de personnes qui sont à l'intérieur. Le cadre universitaire actuel, même s'il est un peu, je vais dire, en retrait face à ce qui se produit actuellement, a davantage d'avance en termes de construction, de processus méthodologiques, de raisonnement, d'analyse sur l'œuvre. Les autres choses, pas qu'elles ne sont pas pertinentes, elles sont tout à fait pertinentes. Sont d'autres démarches qui sont tout aussi louables et encourageables, mais qui, à mon humble avis, sont en train d'être construites. Elles sont peut-être les plus visibles. Je veux dire, tout le monde saura peut-être qu'il y a une exposition à tel ou tel endroit, mais tout le monde ne sera pas forcément au courant qu'il y a telle ou telle recherche. Donc, la diffusion n'est pas seulement, comme je le disais, le cadre de l'exposition. Aujourd'hui, chaque artiste a un Instagram et lui-même peut d'une certaine manière diffuser et ça touchera un certain public. Ça peut être des chercheurs, ça peut être des critiques, ça peut être des acheteurs, ça peut être des collectionneurs. La question de la diffusion aujourd'hui n'appartient plus à une catégorie d'individus. Tout dépend de la stratégie que chaque acteur du secteur, pas seulement des artistes, des universités, décidera d'employer qui sera pour lui la moins fastidieuse et la plus rentable pour lui pour faire connaître. Par exemple, cette initiative, c'est une forme de diffusion qui sera montée, peut-être pas à tout le monde, mais à un type de public.
Dans le cadre des expositions, le travail d'un artiste peut être diffusé. Dans les universités, lorsque les enseignants enseignent les travaux des artistes, les histoires de l'art, c'est une forme de diffusion du travail des artistes. Dans les émissions télé, vraiment quand on parle de diffusion, c'est l'ensemble des moyens qui permettent à ce que la notoriété ou bien la visibilité d'un artiste soit accessible à un public spécifique. Et ce n'est pas seulement l'exposition. Il y a les catalogues, les livres d'histoire de l'art, tout ça, ça permet à la diffusion. Même la vente, c'est de la diffusion. Quand on vend une œuvre et qu'on l'achète, c'est une forme de diffusion du travail d'un artiste. L'art relève davantage de la sensibilité. Pas qu'il n'y a pas d'objectivité, il y a aussi beaucoup d'objectivité. Lorsqu'on fait de l'architecture, c'est une forme d'art, mais il y a une certaine objectivité, il y a de la physique, il y a de la science dedans. Maintenant, on a tendance à croire que dans l'art, il y a par exemple que la peinture, des choses comme ça qui se font, mais l'art est beaucoup plus global que ça. Alors, si je regarde, quand j'entre en 2014, je ne sais pas véritablement ce qui se passe, je n'étais pas véritablement sur la scène artistique, mais il y avait des noms qui couraient comme les Soumenier, le Cercle Kapsiki, les Salif Oulindo qui faisaient les Boris Ebo qui étaient déjà en vogue. Et je pense que c'est toujours les mêmes acteurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, des arts les plus visibles en termes de visibilité, c'est peut-être beaucoup plus la peinture, peut-être la sculpture, la photographie et aussi la performance qui commence à avoir du vent en poupe. Mais il y a beaucoup d'autres formes d'art qui se diffusent et qui se vendent. La peinture peut-être beaucoup plus parce que il y a un attrait économique important pour les artistes, mais il y a aussi de l'architecture, par exemple avec Jules Wokam, qui de plus en plus à Douala propose une esthétique assez particulière. C'est aussi une forme d'art qui existe actuellement sur la scène. Si je me fie aux statistiques d'Art Prize de 2018, ça a toujours été depuis peut-être une dizaine d'années, peut-être depuis longtemps, la peinture qui a toujours suscité beaucoup d'intérêt dans le cercle, et même du public, pas seulement des acteurs du monde de l'art. Je pense que ça dépend des contextes ou des villes. Si je prends par exemple l'initiative de Douala Art avec son projet du Sud, qui était une forme d'art public et qui consistait à mener l'art vers les populations. C'était des sculptures, des installations, des architectures qui, d'une certaine manière, étaient l'œuvre des artistes, mais dont le public bénéficiait. Donc, je pense que d'une certaine manière, dans la ville de Douala, les populations aussi sont au courant des faits artistiques. Ça, c'est une chose. À Yaoundé aussi, même chose. Mais penser que de l'art qui est visible, la population n'aime pas. Je pense que tout le monde aime toujours un bon dessin. Tout le monde aime toujours un bon tableau, tout le monde. Et comme je le disais il y a quelques minutes, ce qui se fait n'est pas forcément ce qui est visiblement plus marketé. Il y a des jeunes créateurs qui ne sont pas forcément visibles, qui ne sont pas forcément connus, mais qui ont une trace, que ce soit dans le dessin animé, le manga, des portraits qui sont dans les quartiers et dont les personnes connaissent et qui existent. Je pense que tout le monde est sensible au geste, à la création en réalité. Et la population est au courant d'un bon dessin, d'un bon tableau. Mais peut-être qu'ils n'ont pas accès à un autre monde de l'art, qui est le monde de l'exposition, le monde du musée, le monde, ça c'est autre chose aussi. Mais tout le monde est sensible à l'art d'une certaine manière. Mais à cet autre type d'activité, qui est le monde des expositions, des musées, des biennales, davantage au Cameroun, c'est souvent beaucoup, je ne vais pas dire beaucoup plus les connaisseurs, mais il y a une grande majorité de personnes qui s'y connaissent, qui sont initiées, qui sont déjà les artistes, les historiens de l'art, les commissaires d'exposition. Mais de plus en plus, on va aussi trouver d'autres personnes, les élèves qui vont visiter des expositions. Je vois régulièrement que ce soit à Douala Art, que ce soit au SIPCA, des élèves qui vont visiter des expositions que ces institutions programment. Donc, de plus en plus, quand même, il y a cette activité que les gens commencent à... La population s'initie doucement à ça. Je vais commencer par recherche. Quand moi j'entre en 2006, je crois que on a à l'université de Yaoundé 1 en fait art plastique et histoire de l'art. Je crois qu'il n'y avait qu'un seul docteur, c'était le feu professeur Notué qui est parti. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de docteurs. Il y a le docteur Asako, le docteur Tiande, le docteur Ruth Bellinga, le professeur Bella.
Il y a la recherche au niveau des arts de manière globale, pas seulement au niveau de l'art contemporain évolue. Il y a déjà des écoles d'art. Avant, il y avait l'IFA. Maintenant, il y a la Libre Académie des Beaux-Arts qui est à Douala. Il y a l'Institut des Beaux-Arts de Konsamba. Il y a Fumban et tout. Je pense qu'au niveau de la recherche, des choses se mettent progressivement en place. Au niveau de la question contemporaine, comme je le disais encore une fois, c'est un peu ambigu. Est-ce que c'est ce qui se fait de manière marketing plus visible ou alors c'est tout ce qui se fait? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font dont on n'est pas au courant et qui est tout à fait contemporain. Au niveau du marché, je pense que la question du marché, du prix, généralement le marché, c'est le lieu de la confrontation entre deux acteurs. Celui qui propose un produit et celui qui veut acheter ses services. Et je pense que sur cette question, un marché existe. Et un marché, ce n'est pas seulement un espace physique, ça peut être un espace virtuel. Les gens aujourd'hui communiquent via Internet, les gens aujourd'hui achètent via les expositions, il y a beaucoup de formes de choses qui existent. Et justement, dans ce marché, il n'y a pas que la question des prix, mais c'est aussi de plus en plus d'activités qui gravitent, qui permettent à ce que le milieu de l'art se structure davantage. Et parmi ces activités qui existent, par exemple, le métier de commissaire, il y a peut-être 20 ans, ça existait, mais c'était des termes qui étaient rares. Ce n'est pas que, même nous-mêmes qui le pratiquons, on le pratique encore à tâtons, sur le fait de l'expérimentation, pas des erreurs, on mature. La critique d'art, doucement, il y a quelques personnes qui s'exercent, mais sur le plan de la recherche, vraiment de la recherche, pour moi, il y a, en dehors des artistes qui créent, il y a beaucoup plus d'évolution au niveau de la recherche, de maturité, de méthodologie, d'appréciation, d'analyse et d'étude de l'art que dans toutes les autres activités, c'est-à-dire que des commissaires et des critiques. Là, c'est vraiment encore très, très embryonnaire. Il y a encore beaucoup de choses qu'on doit encore apprendre, on doit encore maîtriser. Pas seulement maîtriser de manière conventionnelle, mais contextualiser ces pratiques ici. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les pratiquer comme ça se pratique ailleurs, mais comment on les pratique ici, comment on les adapte ici. Mais vraiment, au niveau de la recherche, ça évolue. Il y a aussi des institutions, quand on parle de marché. Douala Art est là depuis 1991. Il y a la Galerie MAM, il y a le Musée national. Vraiment, sur les questions, entre guillemets, d'espace contemporain, il y a le SIPCA qui est là. Et je pense qu'il y a Bolo Espace qui est déjà là, qui existe aussi. Il y a davantage d'initiatives privées. Il y a aussi au niveau, par exemple, des publications. Il y a, je crois, Show Magazine, il y a Mosaïque, Prix Public qui est écrit. C'est vraiment un ensemble de choses à la fois hétéroclites, mais interdépendantes, qui se construisent doucement, petit à petit. Elles sont multiples. Ça peut être gré à gré. Quelqu'un fait une visite, il va faire des visites, il achète une œuvre. Ça peut être des commandes, parce qu'il ne faut pas oublier que ces artistes sont des êtres humains, ce sont aussi des professionnels. Ça peut être dans le cadre d'une exposition, ça peut être dans le cadre d'un contact sur Internet, ça peut être sous forme de représentation par une autre institution, c'est-à-dire représentée par un musée, par une galerie, ou bien par des personnes. Mais il n'y a véritablement pas une formule, et je ne pense pas que ce soit une logique qui est propre au Cameroun et ailleurs. C'est une logique qui est propre aujourd'hui à toute activité. Mais dans le cadre spécifique de l'art, les opérations de vente et achat, c'est soit en atelier, sur commande, dans le cadre d'expositions, des biennales, des festivals et tout ce que ça comporte, ou sous la représentation d'une autre institution qui peut être une galerie, tout un ensemble de choses. Mais c'est dans cette démarche. Si on se fie à ce qui fait le plus de bruit, je pense qu'il y a la cible principale des artistes en termes de vente de leurs œuvres est majoritairement à l'extérieur. C'est-à-dire que il y a aussi une cible locale qui se développe. Il y a un réseau d'acheteurs et de collectionneurs locaux qui se développe. Je crois qu'ici, Boris Zebo, qui est un artiste, collectionne. Adiab, qui est un artiste, collectionne. Il y a aussi Audrey Nganko, qui a, je crois que Douala Art fait, achète et collectionne. Ce sont des acteurs qui sont ici, qui achètent peut-être pas dans les mêmes conditions et dans les mêmes proportions de moyens que l'audience à l'international, mais qui participent aussi à créer ce réseau d'acheteurs qui bénéficient aux artistes.
pense que une maman peut s'offrir une œuvre d'art. Mais une maman n'achètera pas forcément un Barthélemy Togo parce qu'un Barthélemy Togo a un certain prix. Mais je pense que dans un processus de dialogue, de conversation, de créer un cadre beaucoup plus structuré local, Barthélemy Togo, ou bien comme bien d'autres peuvent entrer en dialogue avec les Bayam Salam pour comprendre quel est le prix d'équilibre. Qu'est-ce que j'entends du prix d'équilibre? Le prix d'équilibre, c'est le prix qui convient aux deux parties, qui satisfait l'artiste et en même temps qui peut satisfaire la Bayam Salam. Je pense que tout n'est pas fermé, tout est possible. C'est un monde, je ne veux pas parler c'est un contexte, surtout le nôtre, qui se construit, qui n'est pas totalement fermé à l'idée que même un étudiant puisse avoir un Pascal Martin Taillou. Je pense que ces artistes ne sont pas fermés à cette idée, mais c'est vraiment un processus, un consensus, un dialogue qui doit se construire pour savoir sous quelle forme ça doit se faire et dans quelles conditions ça doit se faire. C'est-à-dire que une maman peut décider que, bon, à ce prix, je peux t'acheter ton œuvre sur 10 ans. Ça peut être une formule. Les gens prennent des crédits sur 10 ans, ça peut être une formule. Ou tout comme Barthélemy Togo dit, bon, je t'ai fait un format à tel ou tel prix. Il n'y a pas une formule spécifique, mais c'est vraiment un processus qui doit se construire entre tous les acteurs, que ce soit les artistes, justement la cible dont on parle, tout le monde qui est intéressé par l'art et la culture. C'est vraiment un dialogue qui doit se construire. Il y a plusieurs moyens. Je pense qu'aujourd'hui, tu peux l'acheter dans le cadre, comme je le disais, dans le cadre d'une exposition. Je crois qu'actuellement, il y a plusieurs expositions en cours, que ce soit à Douala Art, que ce soit à Bolo, que ce soit à la Galerie Mam, que ce soit au carré des artistes. Il y a plusieurs endroits. Il y a aussi l'option d'aller dans les ateliers des artistes, de visiter les ateliers des artistes, de discuter avec eux et de voir un peu dans quelles conditions ça peut se faire. Je pense que pour moi, ce sont les deux options. Et là, on parle des artistes les plus visibles. Il y a aussi d'autres artistes qui ne sont pas forcément dans ce circuit de merchandising, mais qui n'existent pas, mais qui sont connus, qui n'exposent pas forcément, mais dont tu peux rencontrer en faisant le tour, en faisant des recherches et discuter avec lui. Il n'y a pas de formule. Je pense que tu peux aussi contacter ce sont des exemples, par Internet, par WhatsApp. Il t'envoie un fichier, un catalogue d'œuvres avec des prix. Et au cours de la discussion, sans même vous voir, ça peut se passer par virement bancaire. Il y a plusieurs formules. Mais le tout, comme je l'ai dit, c'est vraiment un dialogue qu'il faut construire entre qui est intéressé par l'acquisition d'une œuvre et celui qui a une œuvre qui met à la vente. Dit que la cote, pour moi, je pense que le monde de l'art, c'est un monde quelque part de réseaux. Et la force d'un artiste dépend de la force et de l'importance de son réseau. Un artiste, on peut dire que tu as la cote. Quelle est l'institution qui diffuse ou bien qui vulgarise cette cote? Est-ce qu'un artiste qui est coté par Douala Art, même s'il est internationalement reconnu, a la même force qu'un artiste qui est coté par François Pinault? Ce n'est pas la même chose. C'est deux niveaux de cotation différents qui sont tout à fait importants, mais qui sont différents. Je pense que la légitimité, parce que ça soulève aussi la question de la légitimité, qui doit être légitime, à quel prix on doit se baser, doit se construire dans un processus d'expérience qui comprend à la fois les expositions, la maturation de l'œuvre, c'est-à-dire que à quel moment on sent que cette œuvre est suffisamment intéressante ou pertinente par rapport à un cadre spécifique ou bien par rapport à un régime ou un réseau de validation. Parce que ce qui est apprécié par un réseau, par un même artiste qui est visible, ne sera pas forcément apprécié par un autre réseau. C'est vraiment subjectif en réalité, mais tout dépend de la force du réseau auquel on prétend s'investir, collaborer et travailler. Mais si je ramène ça à l'œuvre d'art quand même, il y a quand même une certaine originalité, une certaine dextérité qui peut surpasser toute expérience, les voyages internationaux, où le travail en lui seul parle. Que quand tu regardes le travail de Soumene, il est suffisamment important et fort qu'il ait de l'expérience, qu'il ait exposé à l'époque, c'est quelque chose qui parlait, qui touche.
Ça dépend aussi de la force de la création, le caractère même de l'œuvre, l'originalité de l'œuvre. Mais aussi, c'est un processus de construction dans une carrière, c'est-à-dire, ça comprend les expositions individuelles, les expositions, les publications. Et les publications dépendent aussi de qui a écrit sur toi. C'est-à-dire que ça peut être des universitaires, plus ce sont des chercheurs, plus ce sont des penseurs reconnus importants, plus la crédibilité et l'importance d'un artiste monte. Ça dépend aussi des espaces où on expose. Un artiste qui expose, par exemple, dans cette cour n'aura pas forcément la même importance qu'un artiste qui va exposer à Douala, forcément la même importance qu'un artiste qui va exposer au Centre Pompidou, qui va faire la Biennale de Dakar. Tout ça aussi participe à donner de la valeur au poids à une œuvre qu'il ne faut pas négliger. Tout ça est important. Je pense que là, il y a deux centres d'intérêt. Le premier intérêt, c'est l'intérêt de l'artiste. Il y a des artistes qui ne veulent pas forcément être dans le circuit, toute cette machine de démonstration. Il y a un artiste avec lequel j'aime beaucoup travailler, c'est Charles Ongolo. Charles Ongolo, toutes ces choses-là, vraiment, lui, ça ne l'intéresse pas. Mais pourtant, il a une proposition, des choses qu'il fait qui m'intéressent beaucoup, que j'aime. Ce n'est pas qu'il ne veut pas exposer, mais ça ne l'intéresse pas de manière mécanique, de manière obsessionnelle. C'est des choses qu'il dit que dans 2 ans, je vais faire. Après, il va casser choses. Donc, c'est vraiment aussi, ça dépend de chaque artiste de vouloir entrer dans un système, dans un mode de raisonnement et dans un contexte de fonctionnement. Il y a même des artistes qui vont te dire, ils ne veulent pas exposer. Tu ne vas pas leur forcer. Tu vas leur dire que ton œuvre, s'il coûte 100 millions, il va te dire, je m'en fiche, je ne veux pas vendre. Tu ne vas pas l'imposer. Donc, c'est vraiment quelque chose. Mais maintenant, quand on est justement dans ce processus d'entrée dans ce monde, c'est aussi tout un autre raisonnement qui ne dépend pas seulement de l'artiste, mais qui dépend d'un ensemble d'acteurs. Et cette force vient, comme je le disais, de la force de ton réseau. Moi, par exemple, je suis qui suis personne, donc je ne peux pas amener un artiste à des cieux. Mais je dirais, par exemple, que l'espace Douala Art pour porter un artiste et à l'amener à des endroits que je ne pourrais pas l'amener. Tu vois un peu. Ça dépend vraiment des cercles de validation, parce que dans l'art, il y a énormément de cercles de validation. Il n'y a pas qu'un seul système. Tout dépend du contexte, des enjeux de chaque cercle de validation, parce qu'il n'y a pas qu'un seul cercle de validation. Et chaque cercle de validation a ses propres problématiques, ses propres enjeux et sa propre force, sa propre énergie. Et c'est ça qui peut porter un artiste. Mais c'est vraiment une question qui, pour moi, a 2 volets. Le volet où un artiste peut dire, je m'en fiche de l'exposition, je ne veux pas, faites vos choses là, je suis là-bas. Et ça n'enlève en rien la pertinence de son travail, ni la crédibilité que c'est un artiste. C'est un choix personnel. Après, maintenant, tout dépend de chaque artiste. Je dirais que cela, je vais vraiment partir de mon expérience personnelle, c'est vraiment subjectif. Je pense qu'on veut exporter les pratiques d'ailleurs ici. Et ça, c'est très louable, c'est très salutaire. On veut les contextualiser ici. Et si on se réfère justement à cette expérience extérieure, on va se rendre compte que la force des autres cultures, du dynamisme, a été due au fait que leurs propositions esthétiques et culturelles sont ancrées dans leur culture. Ce qui veut dire que l'art aura davantage de force que si on l'ancre, pas qu'il n'est pas ancré, mais qu'on l'ancre davantage dans nos cultures. Et l'ancrer dans nos cultures, ce n'est pas seulement aborder toutes ces problématiques locales, c'est l'amener dans des lieux où on ne s'attend pas à le voir. C'est de revaloriser notre patrimoine artistique et culturel qui existe. Mais c'est à nous d'imaginer des solutions intellectuelles et scientifiques pour pouvoir le présenter dans cet espace et dans ce contexte. Et ça m'amène à une réflexion que j'ai souvent. Quand on dit qu'on manque d'espace, je pense que pour moi, c'est un argument qui n'est pas pertinent. Je pense qu'on est juste limité ou on n'a pas suffisamment d'imagination pour pouvoir proposer des choses à des endroits ici qui pourraient intéresser totalement la population. Le musée du Louvre, c'était la maison d'habitation des rois, c'était des chambres des rois, c'était des espaces festifs, c'était des espaces même d'orgie. Mais aujourd'hui, ce sont des lieux culturels célébrés par le monde entier. Pourquoi pas ici, on ne peut pas imaginer. C'est tout à fait possible d'imaginer une exposition dans la cuisine de ma grand-mère au village. Mais ça va entraîner une réflexion, une technologie, une science. Et c'est ça aussi, en cela, qu'on va participer à apporter notre pied à l'édifice et qu'on va apporter un peu d'innovation, moi je crois. Je pense qu'on peut faire des choses ici à notre manière,
à notre manière. Et c'est en cela qu'on va vraiment diffuser tous les messages, tout l'engagement que les artistes ont. Parce que ces problématiques qui sont abordées aujourd'hui, entre guillemets, dans le monde de l'art ne concernent pas seulement l'élite érudite qui s'intéresse à ces problématiques, mais elles concernent davantage les populations immédiates. Et c'est en cela que l'art doit être socialement utilitaire. Et ça, c'est dans une stratégie d'intelligence collective. Comprendre ce que les gens veulent, comprendre ce que la population veut. Je pense que les acteurs de la culture ont compris ce que les acteurs de la culture veulent. Ce qu'un musée veut, ce qu'une galerie veut, ce qu'un historien de l'art veut, ce qu'un critique d'art, ce qu'un commissaire veut. Mais qu'est-ce que veut un vendeur d'eau par rapport à toutes ces productions? Qu'est-ce que veut une Bayam Salam? Qu'est-ce que veut un Ben Sikiner? Qu'est-ce que veut... C'est autant de questions qu'il nous faut comprendre. Peut-être que certains ont les réponses, mais qu'il faut avoir l'audace de proposer dans l'espace que nous sommes, dans lequel nous sommes. Merci déjà de m'avoir sollicité et j'espère que cette initiative que vous portez va se diffuser vers d'autres personnes pour qu'elle soit visible. Parce que c'est aussi ça, une démarche d'intelligence collective, que ça, pour moi, que ça ne se regroupe pas en groupe de personnes, mais qu'elle se diffuse à d'autres acteurs. Peut-être que le message et l'initiative sera mieux portée comme ça aussi.